Salut les humains. Je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter une joyeuse année 2020. À vous, à ceux que vous aimez et aussi à ceux que vous n'aimez pas, ça les rendra peut-être meilleurs et tout le monde en profitera. 2020, avec une barre de division, ça fait 20 sur 20, c'est peut-être l'année des mauvais élèves. J'ai voulu profiter de ce jour pour vous partager la liste de tous les conflits armés qui sont encore en cours dans le monde, puisque c'est un jour où il y a plus de vues, de visibilité, donc c'est utile pour ce genre de choses. À savoir, avant de commencer, que je fais cette vidéo avec des chaussons Panthère qui sont trop petits pour mes pieds, mais qui me tiennent chaud. Donc si jamais ça peut vous faire chaud au cœur avant de commencer et perdurer un petit moment, c'est cool. Donc ce que je vais faire, pour chaque conflit, il y en a 14, je prends que ceux qui font plus de 1000 morts par an. Je vais commencer par vous dire l'année et le lieu où opère le conflit et le nombre de morts. À savoir que je fais cette vidéo de manière improvisée, c'est pas écrit, et que je sais que la fiabilité des sources que j'utilise est discutable, à savoir que c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à faire remonter l'information du terrain vers les bureaux qui se situent parfois très loin et qu'il y a beaucoup d'acteurs différents, donc ces chiffres eux-mêmes peuvent être mouvants. Pour cette vidéo là et par souci de rapidité, j'utilise Wikipédia. Les chiffres que je vais vous communiquer datent de 2018, à savoir que les chiffres de 2019 vont arriver, mais qu'on vient juste d'arriver en 2020. Donc c'est pour ça que je n'ai pas les chiffres de 2019. En préparant, tout à l'heure, je suis tombé sur une autre source qui m'a semblé très intéressante et je vous donnerai le lien en commentaire, ou je sais pas, sur YouTube dans la description. Si jamais je mets la vidéo sur YouTube, je pense que ce sera le cas. C'est donc le nom en anglais, c'est Uppsala Conflict Data Program. Ça se traduit simplement par le programme de données des conflits de l'université d'Uppsala. Et à regarder le site, ça a l'air d'être assez intéressant. Je vous ferai une vidéo pour vous le présenter, ce qui me permettra à moi d'aller plus profondément dans ce que propose cette université en termes d'information et d'organisation des informations. Donc, pour commencer, depuis 1969, il y a l'insurrection Moro aux Philippines qui a fait plus de 150 000 morts. Donc l'insurrection Moro, c'est un conflit armé qui oppose depuis 1969 les forces gouvernementales des Philippines à des groupes armés Moro indépendantistes, islamistes ou djihadistes. Bien sûr, je vous développerai, je pense, dans une autre vidéo, pour chaque conflit, des précisions sur les différents acteurs. Et aussi, je vais essayer d'aller chercher des informations relatives à toutes les richesses de la culture et de l'histoire de chacun de ces pays et de ces peuples, parce que c'est peut-être ça le réel patrimoine de l'humanité. Donc le conflit suivant, c'est en 1984 qu'il commence, c'est le conflit kurde en Turquie, qui fait plus de 45 000 morts. Le conflit kurde a lieu au Kurdistan turc depuis 1984. La question kurde, née principalement à la fin de la Première Guerre mondiale et de la chute de l'Empire ottoman, agite la vie géopolitique du pays depuis la naissance de la République turque en 1923. Donc le troisième conflit, je prends que les conflits, hein, je sais plus si jamais je vous l'ai dit, qui font plus de 1000 morts par an. Il y en a beaucoup plus. Donc le troisième conflit commence en 1991, c'est la guerre civile somalienne en Somalie, et fait acte de 500 000 morts en 2018.
Elle a commencé selon les sources au mois d'avril 1978 avec l'éclatement de violences tribales contre le président Siad Barre, ou le 26 janvier 1991 avec la chute de ce dernier et l'effondrement de l'État somalien. Ce dernier ne s'est jamais relevé et la guerre civile est toujours en cours aujourd'hui. Après, il y a en 2003 la guerre du Darfour qui a lieu au Soudan et qui chiffre à 300 000 morts. La guerre du Darfour, c'est un conflit armé qui a débuté le 26 février 2003 par la prise de Golo par le Front de libération du Darfour, dans la région du Darfour située dans l'ouest du Soudan. Les origines du conflit sont supposées anciennes et dues aux tensions ethniques qui débouchent sur le premier conflit du Darfour en 1987. Bien que le gouvernement soudanais affirme que le nombre de morts se situe aux environs de 10 000, les États-Unis, Israël et le Canada soupçonnent que ce conflit couvre un génocide ayant fait 300 000 morts et 2,7 millions de déplacés, dont 230 000 réfugiés au Tchad. La commission d'enquête de l'Organisation des Nations Unies sur les violences des droits de l'homme perpétrées au Soudan parle de crimes contre l'humanité. Constatant que la justice soudanaise ne peut ou ne veut rien faire pour y remédier, elle transmet le dossier à la Cour pénale internationale. Après, il y a la guerre de la drogue au Mexique qui commence en 2006. Il y a jusqu'à ce jour 120 000 morts. À savoir qu'ils ne sont pas comptés toutes les personnes victimes de meurtres liés aux activités des cartels ou de la police corrompue. C'est seulement les faits de guerre et de conflits qui opposent des groupes armés organisés et l'État. Donc le chiffre est certainement beaucoup plus élevé du nombre de morts, vous vous en doutez. La guerre de la drogue au Mexique, c'est aussi appelée la guerre des cartels, c'est un conflit armé où les cartels de la drogue s'opposent au gouvernement mexicain et les uns aux autres. Elle commence à impliquer massivement l'armée mexicaine à partir de décembre 2006. Et depuis début 2009, environ 36 000 militaires et policiers, dont 8 500 dans la seule ville de Juárez, luttent contre environ 100 000 membres des cartels de la drogue mexicains et leurs unités paramilitaires. Cette lutte contre les narcotrafiquants et les règlements de compte entre cartels ont causé plus de 50 000 morts dans le pays entre l'arrivée au pouvoir du président Felipe Calderón fin 2006 et juin 2012. Cependant, d'autres estimations font monter le chiffre total à environ 100 000 victimes sur la même période, et cela sans compter les 27 000 disparus. Un bilan en août 2014 fait état de plus de 80 000 morts. L'enjeu pour les cartels réside dans le contrôle du marché local et du trafic vers les États-Unis, premier consommateur mondial de cocaïne. Après, en 2009, il y a l'insurrection de Boko Haram. Il y a plusieurs pays, il y a le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger qui sont concernés, et il y a plus de 50 000 morts depuis cette date. Donc l'insurrection djihadiste au Nigeria ou l'insurrection de Boko Haram est un conflit armé qui éclate en 2009 dans le nord du Nigeria. Cette guerre oppose l'État nigérian, le Cameroun, le Tchad et le Niger au groupe salafiste djihadiste de Boko Haram et Ansarou, dont le but est d'établir un califat et d'instaurer la charia. Le conflit débute en juillet 2009 par un soulèvement djihadiste à Maïdougouri qui s'achève par la répression de l'armée nigériane et la mort de Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram. Le mouvement passe alors progressivement sous le contrôle d'Aboubacar Shekau et commence une campagne de guérilla, d'attentats et de massacres. En mai 2013, les forces armées nigérianes lancent une vaste offensive dans les états de Borno, Bauchi et Adamawa. Excusez-moi si jamais il y a des noms, des mots que j'écorche, j'essaierai de trouver la manière juste de les prononcer bientôt. Mais à partir de l'été 2014, les djihadistes infligent de graves revers à l'armée nigériane, affaiblie par la corruption, et parviennent à conquérir la plus grande partie de l'état de Borno.
Le conflit se régionalise. Boko Haram mène plusieurs raids au Cameroun et en janvier 2015, le Tchad et le Niger interviennent militairement au Nigeria. Depuis 2009, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. L'armée nigériane et Boko Haram se rendent responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Selon les rapports publiés par l'ONU, Amnesty International et Human Rights Watch, plus de 7000 civils ont été tués par Boko Haram dans des massacres et des attentats, et entre 2000 et 7000 femmes ont été enlevées pour servir d'esclaves sexuels aux djihadistes, tandis que l'armée nigériane s'est rendue responsable de la mort de plus de 8000 personnes, exécutées, mortes ou en détention. Depuis 2011, il y a la guerre civile syrienne, en Syrie que vous connaissez mieux. L'estimation du nombre de morts tourne autour de 500 000, à savoir le génocide rwandais chiffre entre 800 000 et 1 million pour une période qui est de... Je sais plus là, si jamais c'est 3 semaines ou 3 mois, mais c'est le génocide le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Et donc, la guerre civile syrienne, je voulais en parler en fait de ce génocide, parce que j'ai relu, là je suis un peu chamboulé, donc je sais pas trop, je sais plus, je sais plus si jamais c'est 3 semaines ou 3 mois, mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est un désert d'humanité, voilà, c'est surprenant que ça puisse arriver. Donc la guerre civile syrienne, ou la révolution syrienne, c'est un conflit armé en cours depuis 2011 en Syrie. Elle débute dans le contexte du printemps arabe par les manifestations majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime baassiste dirigé par le président Bachar al-Assad. Réprimé brutalement par le régime, le mouvement de contestation se transforme peu à peu en une rébellion armée. Après, il y a l'insurrection du Sinaï en Égypte qui fait plus de 4500 morts. Donc l'insurrection du Sinaï, ça désigne une série d'actions posées dans la péninsule du Sinaï à partir du début de l'année 2011 par des militants djihadistes principalement composés d'hommes de tribus bédouines locales. L'insurrection serait une conséquence de la révolution égyptienne de 2011. Les actions ont mené à une mise sur pied par le gouvernement intérimaire égyptien de l'opération Aigle en 2011 et de l'opération Sinaï à partir de 2012. Après, il y a le conflit du Kordofan du Sud, au Soudan, qui fait plus de 7000 morts. Le conflit au Sud Kordofan est un conflit armé en cours depuis le 21 mai 2011 entre le Soudan et des factions proches du Soudan du Sud pour le contrôle de l'Abyei, région riche en pétrole. Il fait suite au référendum sur l'indépendance du Soudan du Sud, qui s'est déroulé du 9 au 15 janvier et qui prévoyait la scission du pays le 9 juillet 2011. Il y a entre 50 000 à 380 000 morts. Ah non, pardon. C'est toujours au Soudan, mais c'est la guerre civile sud-soudanaise, dans le Soudan du Sud, qui fait de 50 000 à 380 000 morts. Cette guerre, c'est un conflit armé qui oppose depuis le 15 décembre 2013 au Soudan du Sud les partisans du président Salva Kiir et ceux du président Riek Machar. Cette rivalité fait ressurgir d'anciennes dissensions entre les différents clans du mouvement populaire de libération du Soudan, l'ancienne rébellion qui mena le pays à l'indépendance en 2011. Sur fond de rivalité ethnique, d'un côté les Dinka, ethnie majoritaire de Salva Kiir, et de l'autre les Nuer, ethnie de Riek Machar. Depuis 2014, il y a la guerre civile yéménite au Yémen qui fait plus de 10 000 morts.
La guerre civile yéménite, c'est un conflit qui oppose depuis 2014 principalement des rebelles chiites houthis et jusqu'en 2017 les forces fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh au gouvernement d'Abdrabbo Mansour Hadi, élu en 2012 à la suite de la révolution yéménite et du départ du pouvoir de Saleh. Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de nombreux pays musulmans menés par l'Arabie saoudite. Depuis 2014, il y a aussi la deuxième guerre civile libyenne qui fait plus de 10 000 morts. Donc, cette guerre, c'est un conflit qui oppose depuis 2014 en Libye 3 gouvernements rivaux, différents groupes armés qui leur sont plus ou moins proches, dont plusieurs groupes djihadistes ainsi que des groupes rebelles tchadiens et soudanais, Darfour, servant de mercenaires. Après, depuis 2015, il y a la guerre d'Afghanistan, en Afghanistan, qui fait plus de 84 000 morts. Une phase de la guerre d'Afghanistan commence le 1er janvier 2015 avec le retrait des forces de l'ISAF. Le conflit oppose alors les forces de la République islamique d'Afghanistan aux talibans et à d'autres groupes islamistes insurgés. Et puis en 2016, et le dernier conflit qui est encore en cours, et il y a le conflit donc dans l'état d'Arakan en Birmanie qui fait entre 2500 et 7000 morts. C'est un conflit qui est aussi appelé la crise des Rohingyas et c'est un conflit armé qui se situe dans l'état d'Arakan en Birmanie entre les forces militaires birmanes et les forces armées Rohingyas de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan. Ce conflit a démarré en octobre 2016, mais il fait écho au conflit de 2012 et aux insurrections des populations Rohingyas qui existent durant une grande partie du XIXe siècle. J'ai terminé pour la liste des conflits armés encore en cours. Je voulais aussi évoquer quelque chose que j'ai découvert en faisant ces recherches-là par rapport à l'écologie. Je vais vous lire quelques mots. Je vous laisserai un lien vers ce document. Là, c'est l'introduction. C'est donc ils ouvrent le sujet de l'écologie par rapport aux guerres et conflits armés. Donc, ce qui est écrit, c'est les conflits armés sont source de catastrophes majeures pour l'environnement. Dans les années 60, la défoliation de la jungle vietnamienne par l'armée américaine a interpellé la conscience collective sur la protection de l'environnement en situation de conflit armé. La guerre du Golfe de 1990-1991, avec l'utilisation des armes à l'uranium appauvri et l'incendie de puits de pétrole, a fait de la protection de l'environnement lors des conflits armés une préoccupation internationale. Des dispositions juridiques et réglementaires du droit international interdisent et limitent les actions néfastes sur l'environnement en temps de guerre. Au nombre de ces dispositions, il y a la Convention NMOD de 1976, le protocole 1 de Genève de 1977 et les directives de la Croix-Rouge pour la formation des forces armées en 1996. La difficulté de mise en œuvre de ces instruments est l'une des causes principales de l'exacerbation et de la persistance des impacts environnementaux des conflits armés. Un bref aperçu des travaux effectués dans ce domaine montre que cette question est jusque-là abordée sous un angle purement théorique, empirique et descriptif, cause, manifestation et typologie des conflits. Et contrairement aux autres domaines de connaissances, scientifiques, économiques, juristes, universitaires, les spécialistes de l'évaluation environnementale se sont à ce jour peu intéressés à cette question. L'analyse des impacts environnementaux permet de dresser une typologie axée sur les 3 grandes phases de déroulement des conflits armés, pré-conflit, sin-conflit et post-conflit. S'y ajoutent les impacts collatéraux qui se poursuivent même pendant la phase post-conflit. Voilà. Donc je vais essayer d'éplucher tout ça. Il y a des choses que je vous ai partagées, des informations que je ne connais pas, donc je vais me pencher dessus, comme la convention NMOD de 1976, le protocole 1 de Genève et les directives de la Croix-Rouge.
pense que c'est des choses qui sont intéressantes à approcher, et donc je vais essayer de le faire. Voilà. Si jamais vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous remercie, et je vous souhaite de lire un livre, d'apprendre quelque chose et de le partager. Je crois qu'il n'y a pas d'être humain qui soit fondamentalement méchant, mais que les choses sont très complexes à analyser. Je préfère ne pas prendre parti, mais observer un contexte et ses acteurs, parce qu'à partir du moment où on juge, on se prive d'une part de la réalité, et c'est une économie qui est assez fâcheuse pour l'héritage qu'on laisse en partage aux générations futures, et je pense que c'est à ça qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est très difficile pour nous d'arriver à nous projeter au-delà de notre propre vie. Pourtant, tout ce dont on procède et tout ce qui va suivre s'inscrit dans des lignées qui, elles, ont des durées temporelles qui sont à des échelles qui nous est difficile de nous représenter. Donc je pense qu'il faut aller dans cette direction-là, c'est seulement ainsi qu'on arrivera à grandir. Parfois c'est aussi des toutes petites choses qui nous font grandir. Donc je vous souhaite de, comme vous pouvez, avec ce que vous pouvez et ce que vous êtes, de réussir à dessiner des sourires et à élever la somme de toutes les connaissances humaines et de toutes les cultures qui aujourd'hui me semblent très mises en danger par la globalisation et la mort de la diversité, qui finalement est notre seule richesse et qui nous permet de nous développer et de nous améliorer. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et toutes celles qui vont suivre. Au revoir.